Le 16 décembre 1944, la bataille des Ardennes. Après le débarquement de Normandie et la libération de Paris, les Alliés progressent en Europe, mais leur ligne s'étire. Après l'échec d'Arnhem, le front suit une ligne est-ouest coupant les Pays-Bas en deux, et ensuite une ligne nord-sud suivant très approximativement la frontière allemande jusqu'en Suisse. Depuis les ports français, les lignes de communication sont longues. Libérées dès le 4 septembre, Anvers permettrait aux Alliés de ne plus faire transiter les énormes quantités de ravitaillement divers par les ports français. Mais si le port est libéré, l'estuaire de l'Escaut, long de 80 km, qui en permet l'accès, est encore tenu par les Allemands, interdisant aux navires alliés d'entrer dans le port. Hitler veut à tout prix empêcher son utilisation, et dès le 13 octobre, les premiers missiles V1 s'abattent sur Anvers. Le 27 novembre, c'est au tour des V2 d'entrer en scène. Les Alliés manquent de moyens, mais pour ne pas permettre à l'ennemi de se ressaisir, ils doivent continuer leur offensive. Au nord, une attaque vient d'être lancée pour s'emparer des barrages de la Ruhr. Au sud, la 3e armée de Patton prépare une offensive vers Francfort. Pour réunir les moyens nécessaires, le front a été dégarni dans les Ardennes. Hitler y voit alors une opportunité. L'opération Wart am Rhein, veille sur le Rhin, est mise sur pied. L'objectif est ambitieux, couper les lignes alliées et s'emparer du port d'Anvers. Trop ambitieux même pour Model et von Rundstedt, pourtant chargés de concevoir l'attaque. Mais rien n'y fait, l'opération est mise sur pied. Le 16 décembre, dans un épais brouillard et un froid intense, l'offensive est lancée. Des milliers de soldats et des centaines de chars, dont les célèbres Tigre et Panther, passent à l'attaque. Les Alliés sont pris au dépourvu. La météo joue en faveur des Allemands, le brouillard et la neige paralysent l'aviation alliée. Très vite, un saillant se forme dans les lignes alliées, d'où le nom anglais Battle of the Bulge, la bataille du saillant. Les soldats américains, mal équipés pour l'hiver, résistent tant bien que mal. Les commandos SS d'Otto Skorzeny, revêtus d'uniformes américains et utilisant des véhicules capturés, lancent l'opération Greif, Griffon. Ils coupent les lignes téléphoniques, changent les panneaux routiers, organisent de faux plantons au carrefour et créent la confusion, surtout dans les mouvements américains. Censé monter une brigade de langue anglaise, Skorzeny devra cependant se contenter d'une dizaine de soldats parlant sans aucun accent. Ils n'obtiendront qu'un dixième du matériel allié promis et, finalement, n'auront pas de la durée tout l'effet perturbateur escompté. De plus, sous un faux uniforme, ils risquent la mort par exécution s'ils sont pris, ce qui sera le cas pour bon nombre d'entre eux. La colonne de chars du jeune colonel Joachim Peiper fait de nombreux prisonniers et, presque à court d'essence, s'empare d'un dépôt de carburant. Il atteint alors les abords de la ville de Malmedy où il fait une centaine de prisonniers. Ces prisonniers seront exécutés dans ce qui restera connu comme le massacre de Malmedy. Cet acte, loin de terroriser les unités américaines, les poussera plutôt à venger leurs camarades. À Bastogne, la 101e division aéroportée est encerclée par les Allemands, mais elle refuse de se rendre. Lorsque les Allemands demandent leur reddition, le général Macauliffe répond simplement « Nuts » ou des clous. Cette réponse restera célèbre. Le général Eisenhower réunit les commandants des groupes d'armées et place le commandement temporaire des troupes américaines au nord sous le commandement de Montgomery à la place du général Bradley. Il estime que c'est la meilleure manière d'obtenir un engagement franc du 30e corps britannique, seule grande réserve tactique disponible. Cette nouvelle ne fera cependant pas plaisir à Bradley ni à d'autres généraux américains qui n'aiment pas vraiment l'arrogance du maréchal britannique. Il demande également au général Patton, qui est plus au sud, combien de temps il lui faut pour tourner son armée vers le nord. Patton répond 3 jours. Ce qui fait sourire Montgomery qui prévoyait 6 jours pour une manœuvre similaire venant du nord. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'avant de recevoir les instructions de Ike, Patton a déjà donné des ordres pour préparer le mouvement. Malgré les routes gelées, la célérité de la 3e armée sera surprenante. L'attaque de Patton aura lieu dans les 3 jours annoncés. Le 26, il arrive à faire sa jonction avec les troupes de Bastogne. La météo change. Les avions alliés reprennent les airs et bombardent les colonnes allemandes, coupant leur ravitaillement en carburant et détruisant leurs chars. Progressivement, les Alliés reprennent le dessus et commencent à repousser les Allemands, dont de nombreuses unités à court de carburant doivent abandonner leurs véhicules. Finalement, la résistance alliée et le manque de carburant condamnent l'offensive allemande. À la fin de janvier 1945, les lignes alliées sont rétablies et les Allemands ont perdu une grande partie de leurs forces blindées et de leurs soldats expérimentés. Les pertes sont cependant importantes de part et d'autre, même si elles sont difficiles à comptabiliser, il est certain qu'elles sont supérieures à celles du débarquement en Normandie. Cette attaque marquera la fin de la dernière offensive allemande de la Deuxième Guerre mondiale.